que c'est accompagné d'un certain nombre de normes, de lois, de textes, de règles, qui constituent donc des dispositifs institutionnels, Christian va revenir là-dessus, qui fonctionnent comme des repères. Alors ça n'empêche pas que ceci ne fonctionne pas exactement comme la fiction prévoit que ce soit, et que ce faisant, les sciences du travail et l'ergonomie à la santé, pour le coup, ont montré que c'est pas pour autant que les gens font exactement ce qu'on leur demande. Et que précisément par le simple fait qu'on demande au sujet de suspendre d'une certaine manière la subjectivité en ne mettant pas en œuvre ce qu'il pourrait penser de ce qu'on lui demande et en réservant tout jugement dehors, dans le cadre d'une promesse qu'on lui fait que dehors, s'il suit ce qu'on lui demande dedans, mais il y trouvera un bénéfice qui justifie ce sacrifice. Moyennant quoi quand même, il est dans le moment où par cette autonomie relative qui s'exprime là, il est dans la situation de deux choses, qui est l'enjeu pour nous de l'activité. Un, de permettre à la prescription de se réaliser dans le monde réel, c'est-à-dire de capter ce qui dans le réel n'était pas prescrit, et donc d'une certaine manière de réaliser la tâche dans ses intentions, plus que dans ses façons. De ce point de vue, c'est une autre manière du consentement. Et, à cette occasion, de faire exister dans l'activité le moyen d'une réalisation de ses propres buts. Et donc de réaliser dans l'activité quelque chose pour soi, qui est la dynamique de la subjectivation. Et c'est cette tension que les ergonomes, et encore une fois la psychologie du travail, la psychodynamique, etc., les sciences du travail pour faire très court, ont montré avec les unes ou les autres une considération plus ou moins développée de la question de la subjectivité qui aujourd'hui fait un retour très fort et qui les met les unes ou les autres dans des situations plus ou moins difficiles, mais je passe là-dessus. Mais ce point est extrêmement important parce que, je conclus, ce qui se joue, c'est finalement l'idée qu'il y a une certaine inaliénabilité de l'activité. L'activité est dans une situation qui donne au départ le sentiment d'une aliénation, c'est-à-dire d'une subordination, qui n'est pas réellement ou forcément une soumission, et qui, dans la manière dont à la fois y consentir et d'y résister, manifeste quelque chose qui peut s'appeler liberté ou caractère inaliéné ou inaliénable, en tout cas de résistant à l'aliénation, s'opère, et c'est le défi même de la santé mentale, de la santé tout court, mais aussi de la perspective politique, à partir de laquelle quelque chose peut être pensé depuis le travail. Alors juste un mot pour faire le pont avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est que justement, quelque chose est rompu, d'une certaine manière une digue est rompue, à la fois parce que la prescription n'a plus la même capacité d'engagement, parce qu'elle porte sur des dimensions du monde qui sont beaucoup moins stabilisées, de sorte qu'elle est beaucoup plus vague. C'est une prescription un peu de principe, générique, du style tu te débrouilles, pour faire court, et que, attaché à cela d'ailleurs, et à travers des dispositifs d'évaluation qui outillent et instrumentent cette question, il y a un déficit des dispositifs institutionnels, de sorte que dans l'activité, plus personne, ou de moins en moins de monde, n'est capable de pouvoir référer à une norme, une règle, quelque chose qui puisse être sollicité pour juger de ce qu'il est convenable ou pas de faire, de pouvoir s'abriter derrière pour dire ça se fait pas, ou ça quand même. Et le sujet est devenu autoréférentiel, c'est à lui-même qu'il est demandé d'être juge de ce qu'il peut ou ne peut pas. C'est vendu sous l'angle d'une autonomie, mais qui en réalité est un véritable piège, de sorte que comme il est juge de ce qu'il peut ou ne peut pas, il est toujours en situation de se voir reprocher d'en avoir jugé plus à son aise qu'il n'aurait fallu. Et ce faisant, évidemment, il est happé dans un dispositif où il n'arrive plus à trouver prise. Et ceci devient alors un enjeu politique aussi. Alors, on reviendra sur tout ça, mais c'est comme ça que, de ma place, j'aurais envie de lancer l'affaire. D'accord. Mais alors, parce que nous, les sociologues du travail, on se place moins du point de vue du sujet, plus du point de vue des collectifs de travail. Parce que la division du travail a une double dimension. C'est cette dimension, effectivement, que tu as soulignée. Et puis, c'est aussi cette dimension de la division du travail entre, par exemple, conception et réalisation. Là, on est moins sur le sujet, on est plus dans des confrontations, qui sont des confrontations de positions dans le dispositif de travail, des positions dans lesquelles chaque différents éléments se reconnaissent par proximité dans le processus de travail. Alors, et c'est quand même une question, et là je me tourne vers toi, Christian, parce que tu as beaucoup travaillé sur l'économie de l'immatériel.
tu travailles toujours. D'une part, il y a une question, moi je réfère beaucoup en ce moment à l'ouvrage de Matthew Crawford, qui dit que finalement dans l'activité immatérielle, dans l'économie de la connaissance, etc., on retrouve les mêmes processus de division entre conception et réalisation, donc vrai ou faux, à nuancer ou pas, notamment à travers l'utilisation de logiciels, des systèmes experts qui en fait sont une forme de procédurisation du travail, de sa routinisation, et finalement, parce que c'est une question aussi, François, celle de la perte de la maîtrise, c'est aussi la perte de compréhension du processus dans lequel on se situe à un moment donné dans le travail. Et si on n'a pas les tenants de ce qui se passe en amont et de ce qui se passe en aval, et c'est souvent le cas parce qu'il y a des étorchéités, il y a des assez étanches qui sont construites. Voilà. Alors, c'est une question, là je me tourne vers toi, question sur une double question, celle qui t'est posée par François, qui est finalement, c'est cette question que je te pose directement, puis l'autre qui est posée par François sur les règles, sur la construction des règles, c'est-à-dire le droit qui a construit, qui organise la subordination du travail. Finalement, là, on a l'impression qu'on arrive à quelque chose de ce caractère exogène, bien plaqué sur l'activité de travail. Comment, finalement, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose à réfléchir en termes d'une autre façon de construire des règles qui serait par l'implication des sujets eux-mêmes dans la construction des règles? Alors, effectivement, on assiste depuis maintenant une vingtaine d'années à une déstabilisation constante des systèmes de règles, des systèmes de conventions qui concernent le travail, en fait des dispositifs institutionnels qui encadrent le travail. Et on va dire que les dispositifs issus du monde industriel, de l'expérience industrielle, du Fordisme, et plus largement de l'histoire industrielle, ces dispositifs institutionnels qui concernent la régulation du temps, qui concernent la régulation des questions de qualité, qui concernent les questions de régulation de la productivité, qui concernent les questions de régulation des compétences, des qualifications des compétences, ces règles, ces dispositifs institutionnels apparaissent comme peu pertinents. Non seulement ils sont peu pertinents eux-mêmes, mais ils rentrent en contradiction avec l'expérience du travail. Et donc, au lieu de stabiliser, constituer dans l'autonomie dont a parlé François, des éléments de repère sur lesquels les salariés peuvent s'appuyer et assurer leur travail, cette déstabilisation fragilise en fait l'engagement des salariés dans leur travail. Donc il y a un problème qui est d'aider de comprendre pourquoi ces dispositifs institutionnels ont été déstabilisés et comment aujourd'hui émergent ou n'émergent pas de nouveaux dispositifs institutionnels. Et c'est là que va se faire le rapport avec le politique. Parce que qui parle de dispositifs institutionnels parle de règles ou de conventions qui dépassent le périmètre de l'organisation, c'est-à-dire qui dépassent le périmètre de l'entreprise, de l'association, de l'organisation parapublique, pour devenir des règles qui renvoient à un sens dans la société. Et donc à des règles qui ont une pertinence sur le plan politique. Alors, je suis obligé de faire un tout petit détour historique pour vous donner quelques éléments clés de cette déstabilisation et vous dire, selon moi, quels sont les principaux enjeux qui à la fois concernent le travail, l'émergence de nouvelles règles, de nouvelles conventions, et donc de nouveaux enjeux politiques. Les trois grandes déstabilisations, si vous voulez, sont les suivantes. Alors, je reviens régulièrement là-dessus, ceux qui me connaissent savent que c'est presque un dada, mais en même temps, c'est si fondamental que passer à côté, c'est que on passe à côté du réel du travail. Ces trois grandes mutations qui sont cette fois-ci des mutations structurelles, qui ne sont pas liées aux questions institutionnelles. C'est des évolutions historiques que l'on rencontre dans tous les pays développés et maintenant très rapidement dans les pays émergents. Alors, la première grande mutation structurelle, c'est le passage d'une activité fondée sur les activités manufacturières, c'est-à-dire de transformation de la matière, vers des activités de service.